Bonjour, et pour commencer, j'ai le plaisir de vous adresser les vœux de toute l'équipe. Émilie, Mathieu, Georges, Arthur, Tony, Rami, Antoine, sans oublier Hélène qui nous rejoint cette année pour cette saison. J'espère vous retrouver en forme pour une émission que l'on a tenté d'enrichir avec de nouvelles rubriques. Au sommaire de cette émission, dans quelques instants, l'homme dans l'actu, on parlera immobilier et on parlera d'une nouvelle SCPI. C'est Guillaume Massé, le président de Personal Finance. Cette SCPI est actuellement en phase sponsor. On peut donc acquérir des parts avec moins de frais que d'ordinaire. On parlera ensuite assurance vie avec à l'affiche Bertrand Haut, le directeur général de Celentia. On parlera assurance vie à la fois sous l'angle des produits, mais à la fois sous l'angle du service. 10 minutes plus tard, c'est-à-dire qu'on sera environ aux alentours de 18h20, premier face-à-face sur la partie boursière. Les bons choix pour cette année. Avec nous, deux invités, Frédéric Ponchon, le directeur général de Dorval Asset Management, et Laurent Chauderche, qui est membre du comité d'investissement de BDL Capital. Ensuite, une nouveauté, le regard d'Hélène. Hélène Lamont sera avec nous. Elle rejoint l'équipe cette saison et elle vous donnera quelques petites recommandations sur votre métier. Un peu avant, on va dire 18h40, on va se retrouver autour de 18h45 pour un deuxième face-à-face. À nouveau, on parlera immobilier avec CSCPI qui revalorise leur part. Avec nous en plateau, le directeur général d'Altarea IM, Marc-Olivier Penin, mais également le président de Norma Capital, Faïz Ebadj. On verra avec eux leur SCPI, pourquoi ils ont remonté leur prix de part et quelles sont aujourd'hui pour eux les meilleures opportunités sur le marché immobilier. Et puis, on sera à 19h passées, on va donc, comme à l'accoutumée, avoir une émission relativement longue. On va conclure avec deux nouvelles rubriques. Je rassure ses fans, il sera là. Georges Delataille pour le journal des réseaux sociaux. Il a regardé ce qui s'était passé sur LinkedIn et autres. Il a sélectionné quelques posts. Il vous les présentera tout à l'heure. Et puis, on terminera avec une nouvelle rubrique qui s'appelle Momentum. Tous les mois, Olivier Samin de Celentia Patrimoine sera avec nous pour nous dégager les tendances auprès des CGP avec des invités. Cette fois-ci, ce seront les équipes de CPR Asset Management avec Zakaria Darwish et Anne Rakato qui seront là et on s'intéressera à pas mal de choses et en particulier aux fonds obligataires pour savoir aujourd'hui quelles sont les meilleures opportunités. Voilà, nous avons le menu. Je vous propose maintenant de passer à table. On commence avec l'homme dans l'actu pour parler d'immobilier. Avec nous aujourd'hui, le président de Principal Asset Management France, Guillaume Mancé. Guillaume Mancé, première question que j'ai envie de vous poser de curiosité. J'ai regardé en préparant cette émission, la société de gestion que vous présidez a été créée en 2013. Vous lancez votre première SCPI en fin d'année 2025. Que s'est-il passé entre-temps ? Eh bien, beaucoup de choses ont été extrêmement actifs, mais par contre, notre activité jusqu'ici portait sur une clientèle institutionnelle. Et donc, nous avons ainsi pas loin de 15 fonds ainsi sous gestion au Luxembourg et en France, gérés depuis la plateforme parisienne, sur différents types de stratégies en termes de classes d'actifs, en termes de profil de risque. Et donc, nous avons géré tous ces fonds depuis maintenant 12 ans. Et en parallèle de ça, nous avons développé aussi depuis maintenant plus de 10 ans une activité d'accompagnement de sociétés de gestion françaises dans la conception, le déploiement et l'investissement de leur SCPI à l'étranger. Une activité qui, à elle seule, représente près de 2 milliards d'euros. Et alors, donc, la combinaison de ces deux activités, cette expérience cumulée, nous a amené naturellement à lancer notre propre SCPI. Alors, à l'origine, dans la société, en 2013, vous étiez plutôt spécialisé sur un certain nombre de pays européens. Et puis, il y a eu un changement d'actionnaire avec l'arrivée de Principal. Voilà, exactement. Donc, nous étions une société indépendante européenne sur 8 bureaux en Europe. Et nous avons rejoint le groupe Principal en 2018. Et maintenant, donc, nous sommes adossés à ce groupe qui représente plus de 100 milliards d'immobilier dans le monde. Alors, quelques mots sur ce groupe. Justement, 100 milliards,
100 milliards d'immobilier gérés dans le monde, ce qui nous place dans le top 10 mondial des gestionnaires d'actifs immobiliers. Et un groupe avec près de 20 000 employés dans le monde, un groupe d'assurance initialement qui a été créé il y a plus de 125 ans. Alors, parlons de cette nouvelle SCPI. Son nom, c'est Principal Inside. Donc, elle est aujourd'hui encore en phase sponsor. Donc, quand on est en phase sponsor, traditionnellement, on paye la part moins chère. De combien ? Eh bien voilà, effectivement, en part sponsor, on a plusieurs avantages. Le premier, c'est une commission de souscription qui est réduite et donc un prix de part qui est ramené à 238 € par part contre 250 € en phase ultérieure. Et un autre avantage qui est plus original, c'est un délai de jouissance qui est raccourci au premier jour du 3e mois contre le premier jour du 6e mois ensuite. Et donc ces deux avantages cumulés sont particulièrement attractifs. Guillaume, on aime bien les infos pratiques, donc je vais rester dans le pratique. Ticket d'entrée minimum durant la phase sponsor ? Ticket d'entrée dans la période sponsor, c'est 40 parts, donc près de 10 000 €. Par contre, en phase ultérieure, ce sera 10 parts, donc 2 500 € minimum. Elle se termine quand, cette phase sponsor ? Elle se termine le 31 janvier, donc il reste plus beaucoup de temps pour souscrire. Et il vaut mieux que j'arrive un peu avant que la veille au soir ? Vous ne pouvez pas souscrire le 31 janvier à 23h. Il va falloir envoyer votre dossier légèrement plus tôt, idéalement avant le 25 janvier. Ok, alors je voudrais maintenant qu'on rentre dans le détail, qu'on connaisse les caractéristiques de cette SCPI, donc Principal Inside. Sa stratégie d'investissement, c'est quoi ? Alors c'est une SCPI qui est diversifiée sur les deux continents, donc les États-Unis et l'Europe, avec un objectif d'allocation sur le long terme de environ 50-50 sur chaque continent. Alors l'intérêt de cette double stratégie, c'est à la fois que les États-Unis et l'Europe ensemble, c'est plus de 50% de l'immobilier mondial en valeur, donc c'est un périmètre extraordinaire. Un terrain de jeu gigantesque. Un potentiel de diversification également qui est phénoménal. Et puis, ce qui est particulièrement attractif, c'est que les marchés américains et européens sont très significativement décorrélés. C'est-à-dire que leurs cycles immobiliers sont différents et que donc notre stratégie nous permet de faire évoluer l'allocation dans le temps pour aller chercher, si possible, le meilleur moment de chaque cycle immobilier sur chaque géographie. Guillaume, quand même, une question d'actualité. Le dollar a attiré l'attention sur l'année 2025 avec une forte baisse face à l'euro. Comment vous gérez ce risque de change dans le produit ? Voilà, l'intérêt d'être adossé à un très gros groupe, c'est qu'on a des équipes support importantes, on a des équipes spécialisées sur les devises, hein, qui traitent de la devise. Et donc, nous appuyons sur leurs conseils pour mettre en place de façon tactique des couvertures de change soit sur les acquisitions, soit sur les flux. Par contre, nous ne couvrirons pas de façon systématique le change pour deux raisons. D'une part, parce que ça serait trop cher, ça mangerait 200 points de base de performance, donc beaucoup trop cher. Et puis surtout parce que ça enlèverait l'intérêt de la diversification qui est d'aller chercher justement d'investissement sur du dollar et sur les États-Unis. Alors, j'ai vu les premières acquisitions dans les communiqués de presse. J'ai vu une acquisition d'une crèche et d'un EHPAD aux États-Unis. Est-ce à dire que la prochaine acquisition sera en Europe pour respecter la règle du 50-50 ? Alors, la règle du 50-50, c'est une règle à long terme, mais comme je disais précédemment, l'idée, c'est de faire évoluer l'allocation en fonction des cycles et des opportunités. Aujourd'hui, on considère que c'est intéressant d'investir aux États-Unis. Donc, la troisième acquisition qui est déjà en cours sera également aux États-Unis, probablement donc au Texas. Par contre, nous travaillons également sur d'autres acquisitions. Et donc, au cours de l'année 2026, nous aurons des acquisitions en Europe. Comment ça se passe justement la gestion, la mise en place de la stratégie de l'allocation dont vous nous parlez ? C'est opportuniste, les équipes cherchent et puis trouvent des biens et les remontent. C'est défini. Comment ça se passe ? C'est pas ça. c'est pas ça du tout. Je ne qualifierais pas l'approche d'opportuniste, même si c'est un mot à la mode. Non, on a une approche qui est beaucoup plus structurée, beaucoup plus pensée. Nous définissons en fait notre allocation très en amont. Nous avons un comité stratégique qui se réunit régulièrement. Et au sein de ce comité stratégique, nous croisons les perspectives, à la fois notre vision globale avec nos équipes globales, nos équipes de recherche, nos économistes, et notre expertise locale avec nos experts sur le terrain au cœur des marchés. Et ensemble, on discute des marchés et on détermine les grilles d'allocation en termes de typologie d'actifs et de géographie. Et cette grille d'allocation qui est mise à jour au moins tous les 6 mois, sert de feuille de route à nos équipes de transactions sur le terrain qui ensuite vont chercher des actifs qui vont correspondre à ces critères. Donc j'en conclus que vous trouvez que pour l'instant le momentum est plus favorable aux États-Unis qu'à l'Europe.
les deux, en fait, il y a un bon momentum dans les deux pays, dans les deux continents. C'est un bon moment pour investir puisque nous avons traversé une crise ces dernières années et aujourd'hui les prix de l'immobilier restent attractifs et donc on est dans un bon moment d'une façon globale de cycle. Mais c'est vrai que les États-Unis sont un petit peu en avance de cycle. Et donc, c'est intéressant d'investir aux États-Unis aujourd'hui. Ça explique vos choix. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, les objectifs de performance. Donc, on sait tous qu'il faut rappeler que c'est des objectifs qui ne sont pas garantis, etc. En termes de distribution, quel est l'objectif du produit ? Voilà, l'objectif, effectivement, non garanti, c'est, en termes de distribution, c'est 6% brut. Et en termes de TRI, 6,5% sur 10 ans. D'accord. Brut, on est bien d'accord que ça veut dire que c'est une performance qui tient compte de la fiscalité qui est payée dans les pays étrangers, ce qui vaut à la fois pour les États-Unis et sur tout ce que vous allez faire en Europe, en France. Performance avant fiscalité, puisque c'est la définition qui est utilisée par l'ensemble des acteurs du marché. Allez, dernière petite question toute pratique. Je souscris à la part sponsor avant la fin du mois. J'aurai quand mes premiers revenus, vu les investissements qui ont déjà été faits ? Alors, avant la fin du mois, donc vous êtes en phase sponsor, effectivement. Donc, vous avez un délai de jouissance qui est le premier jour du 3e mois, ce qui correspond au 1er avril. Ce qui veut dire que vous aurez droit à des distributions sur l'ensemble du 2e trimestre du 1er avril au 30 juin qui seront distribuées en juillet. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous. On parle tout de suite assurance. À l'affiche, Bertrand Haut, le directeur général de Selensia. Bertrand, alors on rappelle, Selensia, c'est un nom qui avait été divulgué en septembre 2023 après le rachat d'AGS par la Carac. Alors, j'ai regardé la communication financière de la Carac l'an dernier. La Carac se félicitait de vos performances, je disais, avec un rebond commercial significatif et un chiffre plus 71% par rapport à 2023. Est-ce que vous avez fait aussi bien l'an dernier ? Bonjour Jean-François. Alors effectivement, on ne peut pas faire des performances aussi importantes chaque année. On a fait une très belle performance cette année, mais les plus 71% étaient aussi un point de départ qui était plus bas. Cette année, on est à proche de plus 20% en termes de croissance sur notre collecte brute. Ce qui veut dire qu'en fait, on est complètement dans le plan et dans la trajectoire qu'on s'est fixée, même un peu en avance. En montant, ça fait combien ? Ça fait un chiffre très proche de 850 millions d'euros. Ok. Alors, quand on fait des bilans d'une année, on dit ça s'est bien passé, ça s'est moins bien passé. Ouais. Qu'est-ce qui s'est bien passé en 2025 ? Je dirais déjà la dynamique commerciale. On a effectivement élargi et donné pas mal d'outils nouveaux à notre équipe commerciale qu'ils ont mis en œuvre pour faire du développement. On a enrichi notre gamme de produits avec quelques options, notamment par exemple l'accès au fonds Euro Carac dans notre produit via un mécanisme de réassurance. On a enrichi nos services et nous avons travaillé sur un nouvel espace partenaire qu'on a déployé qu'on est en train de déployer, finir de déployer puisque ça a démarré depuis le mois de octobre-novembre et donc ça va permettre à l'ensemble des CGP et de leurs clients d'avoir un nouvel environnement qui est beaucoup plus riche d'informations, beaucoup plus facile d'utilisation. Voilà, donc c'est tous ces travaux qui, je pense, permettent aussi aujourd'hui d'accompagner le développement de Selensia. On regarde l'autre côté de la colonne, quels sont les points perfectibles ? En termes de points perfectibles, je pense que en termes de qualité de service, nous n'avons pas suffisamment progressé cette année, même si nous avons eu une progression dans notre note. Ouais, mais les concurrents se bougent aussi. Mais les concurrents se bougent, les concurrents avancent, les concurrents progressent. Nous, on n'a pas gagné de rang dans les baromètres de qualité de service, et aujourd'hui, on voit bien qu'en fait, c'est un élément clé pour pouvoir continuer notre croissance et notre développement sur ce marché. Donc ça sera un des enjeux. On avait eu un plan qui nous permettait de revenir un peu dans la course. Et là, ça va nous permettre effectivement de continuer. Donc la qualité de service, c'est quelque chose sur lequel on a probablement un peu que l'on doit continuer à travailler en 2026. Ok. Un mot sur, j'évoquais tout à l'heure la Carac. Si je refais l'histoire, la Carac, on en parle beaucoup dans cette émission. 2023, donc ils rachètent AGS devenu Selensia. Oui. 2024, il y a la reprise d'Atrim en gestion immobilière. 2025, ils reprennent Astoria Finance. Quelle est la place de Selensia dans cet ensemble ? Selensia, alors dans le modèle du groupe Carac, Selensia est la plateforme de distribution B2B
en fait, de l'activité et de positionnement de l'épargne patrimoniale. Donc, Selensia va continuer à se développer au niveau des CGP et évidemment tirera profit des synergies avec le groupe, puisque Astoria est un grand distributeur qui est un gros consolidateur aussi sur le marché des CGP. Et donc demain, Selensia devra être une plateforme qui lui fournira aussi des produits et des services, même si Astoria gardera son modèle ouvert, bien évidemment. On parle de croissance externe. Vous, au printemps, vous avez fait une opération de croissance externe avec une prise de participation dans une plateforme digitale. C'est quoi l'objectif ? Alors, l'objectif, c'était à la fois de contribuer et d'accompagner cette structure qui a l'ambition de devenir une place de marché pour les CGP. Donc, à la fois pour observer les aspects de développement techno, puisqu'en fait, ils sont quand même dans un mode un peu plus start-up et donc avoir la capacité à faire des développements rapides et pourquoi pas en faire bénéficier demain Selensia, et en tout cas de s'appuyer sur un certain nombre de services qu'ils pourraient nous produire. Et puis aussi d'être référencé chez eux, puisque à partir du moment où c'est une place de marché, Selensia sera aussi un des fournisseurs de cette entreprise. Je voudrais qu'on revienne 2 secondes sur le sujet de la qualité de service. Vous m'avez dit que vous aviez déjà fait évoluer des choses, que vous aviez travaillé sur ces sujets-là en 2025. Le cahier des charges pour 2026, il reste quoi à faire ? Alors, quand on parle de qualité de service, c'est un ensemble de choses, parce qu'effectivement, on pense tout de suite évidemment à des sujets plus de back-office. Donc évidemment là, on aura encore des choses à améliorer dans nos process et dans la capacité à réduire encore nos délais de traitement, à accélérer la digitalisation encore d'un certain nombre d'actes qu'on n'a pas fait, puisque il y a des actes administratifs qui sont pas encore, qui ne peuvent pas encore être faits sous forme digitale, et ça fait partie du plan. Donc l'objectif, c'est full digital. Full digital, et c'est aussi le fait de continuer à améliorer notre proximité avec les CGP. On a renforcé l'équipe commerciale et l'objectif c'est on reste dans un métier de proximité et de relations humaines avec les CGP, et c'est extrêmement important aussi de s'appuyer sur ces aspects-là. Si on regarde le sujet de la qualité de service, il y a quelque chose qui se développe de plus en plus, c'est le multipoche. Oui. Vous en êtes où sur ce dossier ? Alors, on avait déjà dans notre gamme de produits un produit qui s'appelle MyPGA qui bénéficie de ces options, mais là nous avons notre produit principal qui s'appelle PGA va au premier trimestre se voir enrichi de cette gestion multipoche, multiprofil. Ça va nous permettre de se remettre complètement à niveau en termes d'offres par rapport à nos concurrents. Donc ça, c'est un point important. Nous avons une deuxième initiative en termes de lancement de produits qui est un produit destiné aux personnes vulnérables. C'était un marqueur fort dans le groupe. Carac est un groupe un peu avec un modèle singulier, mais aussi avec des ambitions et avec aussi le souhait de développer un certain nombre de marqueurs. S'adresser et servir les personnes vulnérables fait partie de ces éléments-là. Ce sera le premier produit, en fait, qui sera développé, commercialisé par Selensia Patrimoine avec l'assureur Carac. Ok. Je voudrais qu'on parle du marché, et puis aussi un peu de vous, par la même occasion. Oui. L'année 2025, elle a été formidable sur le marché de l'assurance vie. Comment vous voyez 2026 ? Et puis, allez, je vais vous faire un clin d'œil si vous êtes fidèle à cette émission. Il y a 2 ans, quand vous étiez venu, on avait parlé d'objectifs de collecte et vous aviez évoqué le chiffre du milliard en 2026. Est-ce que c'est jouable ? Oui, complètement, c'est jouable. En tout cas, c'est l'ambition que l'on a, puisque si on refait la même performance de croissance en 2026 que nous avons fait en 2025, nous y serons. Et donc, c'est complètement possible. Évidemment, le marché de l'épargne s'est beaucoup développé, continue à se développer. On est dans un monde un peu d'incertitude et aujourd'hui, on voit bien que ce marché a été très dynamique en 2025. Je pense qu'il le restera en 2026 et que Selensia a toute la place pour aller effectivement atteindre ce niveau de collecte avec nos partenaires et les CGP. Ce qui va le porter, c'est quoi ? Le marché, ok. La dynamique commerciale, la proximité terrain et renforcer les équipes commerciales. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est continuer à faire évoluer notre offre et notre qualité de service. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, il y a toujours aussi des sujets qui sont importants dans notre ADN. Ça a toujours essayé de proposer des solutions, notamment en matière d'offres financières, de support, de nouveaux supports, etc. Cette année, on a lancé un produit
en co-exclusivité sur le monde de la défense, sur le thème de la défense avec Tikeo. Ça fait partie de ce type d'initiative où on doit être proactif et pouvoir proposer des choses nouvelles au CGP. Et dans les initiatives, on note également que désormais, Olivier Samin sera avec nous tous les mois dans une nouvelle rubrique qui s'appelle Momentum. Dernière petite question, je fais référence à notre échange, notre premier échange dans cette émission. C'était il y a 2 ans. Vous disiez maintenant, on a devant nous un challenge, c'est celui de la relance. Ouais. Est-ce que vous dites que le pari est gagné ? Le pari est gagné sur la partie relance. Je pense qu'on est on a par les éléments qu'on vient de partager. Donc on s'est remis complètement dans la course, dans ce marché de compétition et développement avec les CGP sur l'épargne patrimoniale. Maintenant, il faut rester dans la course et il faut gagner des places. Et c'est toute l'ambition que nous avons. Merci beaucoup Bertrand d'avoir été avec nous. On retrouvera donc Olivier Samin tout à l'heure en fin d'émission. Et en attendant, on parle marché financier avec le Club des experts boursiers. Allez, le Club des experts boursiers, tout de suite avec nos invités, les membres du comité d'investissement de BDL Capital Management. Et il était venu l'an dernier à la même époque, c'est Laurent Schaudersch. Et avec nous également le directeur général de Dorval Asset Management, Frédéric Ponchon. Messieurs, on attaque tout de suite. On va commencer, si vous le voulez bien, par un petit point quand même sur ce qui s'est passé en 2025. Je vais commencer avec vous, Frédéric. Pourquoi ? Parce que c'est en février 2025 que vous avez pris la direction générale de Dorval AM. Vous étiez arrivé dans la maison à l'automne précédemment en venant de chez Sycomore. 2025, c'est une année importante. Il y a eu un changement d'actionnaire chez vous, même si vous êtes resté dans le même groupe. Est-ce que vous pouvez me dire exactement tout ce qui s'est passé chez vous en 2025 ? Oui, alors beaucoup de changements, beaucoup de transformations cette année pour Dorval en 2025. Donc avec un nouvel actionnaire, effectivement, qui est Natixis Wealth Management, donc la banque privée du groupe BPCE. Et donc avec sous-jacent un projet industriel nouveau pour Dorval, qui est de s'appuyer sur 2 pieds, une gestion privée forte à destination des banquiers privés de NWM et la poursuite de notre orientation vers la clientèle externe avec la gestion collective sur une gamme qu'on a aussi, ça fait partie des changements, beaucoup resserrés cette année pour la rendre plus lisible et plus adaptée aux besoins qui évoluent en permanence de nos clients et prospects. Pour ça, on a aussi recruté des talents, notamment un directeur de la gestion privée, Jean-Philippe Muge. On a recruté aussi un directeur commercial qui est arrivé ces jours-ci. Et voilà, notre ambition pour cette année qui arrive, c'est de poursuivre la dynamique de collecte qui a été très soutenue sur le 2e semestre depuis l'été en 2026. On est assez confiant, les performances étaient bonnes en 2025, on a une équipe qui est expérimentée et engagée au service de nos clients. Laurent, est-ce que l'année a été merveilleuse pour BDL Capital Management ? Ça a été une très bonne année pour BDL Capital Management. Pour 3 raisons, je dirais. Premièrement, en 2025, c'est les 20 ans de BDL. Donc, on a fêté ça avec nos clients plusieurs fois dans l'année. Deuxièmement, les performances des fonds principaux ont été bonnes. BDL Rempart, qui est notre fonds historique, long short action, est en hausse d'à peu près 19%. Et BDL Conviction, qui est la réplique des investissements longs de Rempart, est en hausse de 24%. Et niveau collecte ? Et 3e point, c'est sur la collecte. Encore une année très bonne. On collecte 780 millions. Donc pas loin de 800 millions. On démarre l'année autour de 2,2 milliards et on l'a fini à 3,2 milliards, 3,3 milliards. Ok, parfait. Alors, je suis CGP, j'ai des clients et je dois faire des allocations d'actifs et les investir sur les marchés financiers. Je viens chez vous. Pourquoi ? C'est quoi la caractéristique de votre offre en quelques mots ? Frédéric, je commence avec vous. Très bien. En gestion collective, on a 3 offres. On a la gestion patrimoniale internationale. Donc là, il y a différentes enveloppes de risque. L'idée, c'est pour ceux qui ne veulent pas faire leur propre allocation, et c'est des produits qui peuvent prendre le relais, par exemple, d'un fonds en euros ou d'un fonds daté. Donc, c'est notre flagship, c'est Dorval Global Allocation. Et là, voilà, c'est un service après-vente qui est assez limité. Deuxième offre, la gestion flexible. Donc, pour ceux qui veulent faire des actions, mais sans prendre tous les risques. Donc, c'est un 0-100 actions sur l'Europe. Pour ceux aussi qui veulent mettre un peu de convexité dans leurs allocations. Produit, c'est quoi ? C'est Dorval Conviction. D'accord. Dorval Conviction PEA, on a les 2 versions. Et ensuite, il y a les briques pures actions. Donc là, c'est pour s'intégrer de manière précise dans une allocation avec des fonds qui sont clairement positionnés. Là, on a une gamme de fonds de valeur de croissance, large cap, small et mid cap, donc c'est la gamme drivers. Et puis, on a une expertise climat. Ok.
Ça, c'est sur la partie gestion collective. Et après, on a aussi, sur la gestion privée, la gestion personnalisée, où on offre aussi à nos clients externes de la GSM et des fonds dédiés. Ok. Laurent, je me tourne vers vous. L'offre de BDL Capital Management, vous nous avez cité la référence, celui que tout le monde connaît, BDL Rempart. On rappelle la spécificité de ce produit qui en réalité est un long short. Exactement. BDL Rempart, c'est un long short action directionnel, donc avec une exposition nette au marché qui peut varier. C'est le plus ancien long short en France, c'est le premier créé en 2005. C'est celui qui est le plus répandu et qui a le plus de succès chez les CGP, notamment parce que ça permet d'offrir une exposition action à leurs clients, mais de manière très flexible et notamment d'amortir substantiellement les cracks boursiers qui sont souvent ce qui fait peur un peu aux clients finaux. Alors, il y en a un autre chez vous qui dépasse, je crois, le milliard d'encours. C'est lequel? Alors, on a Conviction, qui est donc la réplique, comme je disais, de la poche longue de BDL Rempart. Et BDL Conviction fait à peu près 1,8 milliard d'euros sous gestion. Et puis, on a un troisième fonds qui s'appelle BDL Transition, qui a 200 millions d'encours, qui lui aussi est un fonds d'action long only, mais géré à partir de thématiques et qui recherche plus des valeurs de croissance. Allez, je reste avec vous parce que j'ai noté que tous les deux, vous aviez utilisé le mot conviction. Il y a un Dorval Conviction et un Dorval Conviction PEA chez Dorval. Il y a un BDL Conviction chez vous. Alors, le mot conviction, j'aimerais bien savoir ce qui se cache, non pas sur vos choix, on en parlera dans quelques instants, vos choix d'investissement, mais sur la caractéristique du produit. Votre conviction, à vous, c'est quoi? C'est du 100% action? Notre conviction, c'est 100% action sur le long terme, mais c'est aussi que pour battre les benchmarks et la gestion passive, faut avoir des portefeuilles de conviction et relativement concentrés. Donc, par exemple, BDL Conviction, c'est une trentaine d'investissements, donc c'est beaucoup plus concentré qu'un benchmark et ça permet d'exprimer nos meilleures convictions et celles de nos analystes. On a une quinzaine d'analyses qui sont réparties par secteur. Votre conviction, vous, il est plus flexible? Nous, c'est à deux niveaux qu'on exprime nos convictions. Sur la flexibilité, donc c'est un 0-100, les deux produits sont des 0-100 actions. Alors, il s'agit pas de gesticuler, c'est pas ce qui crée de la valeur dans le temps, mais il y a 2-3 tournants à ne pas louper et on a la capacité justement à être très flexible sur l'exposition. Ça, c'est le premier niveau de conviction et de création de valeur. Le deuxième, c'est pas de la sélection de valeur. En revanche, on travaille sur des paniers équipondérés, mais où on met nos convictions en termes de thématiques. Donc les thématiques, on a depuis quelque temps, c'est les financières européennes, c'est plus dernièrement la reflation européenne, la reprise industrielle, c'est les petites et moyennes capitalisations qui vont être exprimées via des paniers équipondérés. Ok, donc équipondéré, ça veut dire que vous essayez d'éviter les mouvements éventuellement procycliques qu'il peut y avoir dans les marchés avec les grands trucs qui montent très haut et qui peuvent éventuellement redescendre derrière très bas. Alors, si notre conviction, elle s'appuie sur une thématique, c'est sur cette thématique qu'on veut gagner de l'argent et pas en prenant un risque idiosyncratique dans cette partie de fonds Dorval Conviction. Ouais. Allez, messieurs, on a fait les présentations. Je vous propose tout de suite d'attaquer un peu vos visions sur 2026. On va essayer de le faire de manière ludique. Vous avez tous vos scénarios, vous avez tous vos choix, vous avez travaillé sur tout ça. Laurent, je commence avec vous. Chez BDL Capital Management, quel est pour vous l'élément positif majeur pour 2026 pour les marchés actions? Nous, on table sur une accélération séquentielle par trimestre de l'économie européenne qui va notamment être due au déroulement du plan allemand qui avait été annoncé en mars 2025. Il y a un très gros plan à 1000 milliards qui a été dépensé en partie, mais que sur la fin de l'année. Du coup, il y a très peu d'attentes sur les dépenses de l'année prochaine. C'est ce qui devrait surprendre pour nous à la hausse. Et surtout, il y a un deuxième point qui est que le consommateur européen va encore voir son pouvoir d'achat augmenter en 2026 parce que les salaires réels continuent de progresser. Question incidente, ça veut dire que dans votre scénario, Christine Lagarde ne bougera pas en 2026 ? Dans notre scénario, et à ce stade, effectivement, Christine Lagarde ne bougera pas. Ok. Frédéric, chez Dorval Asset Management, quel est pour vous l'élément clé positif de l'année 2026 ? Alors, on rejoint cette idée, en fait, d'être très constructif sur l'Europe. Effectivement, on a de la relance budgétaire dans l'Europe du Nord. On a parlé de l'Allemagne, mais il y a aussi la Suède, le Danemark, les Pays-Bas. On a les pays du Sud qui voient leur notation financière être relevée. Et de fait, on a un cycle financier en Europe qui est extrêmement bien orienté. Et ça, je pense que c'est sous-estimé. On a un secteur bancaire
où les rentabilités reviennent au plus haut, où la solvabilité est au plus haut. On a des spreads sur les pays européens qui sont le plus ramassés de ce qu'on a pu connaître sur les 15 dernières années maintenant. Et on a l'attractivité de l'euro également. C'est vrai que les craintes sur le dollar ont fait que les pays de l'OCDE qui veulent diversifier ont comme réserve aussi l'euro. Si on regarde, moi j'aime bien un chiffre, c'est les émissions par des non-européens en euros en 2025, c'est 500 milliards d'euros contre 200 les précédentes années. Et puis voilà, cet euro, il est fort, il n'y a plus de narratif politique anti-euro, il y a une intégration qui est de plus en plus forte. Quand on regarde les flux transfrontaliers, on est à des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis la crise de 2008. Et ça va entraîner l'économie. Alors, je voulais rajouter un point sur les flux, c'est intéressant. Il y a eu plusieurs années de décollecte sur les fonds actions européennes. Il faut savoir que 2025 est la première année où on a arrêté l'hémorragie. On a eu de la collecte nette autour de 60 milliards d'euros. Et on peut encore aller beaucoup plus loin parce que même avec 60 milliards d'euros, on revient tout juste au début 2024. Allez, je vois donc deux gérants. Si je dis que chez BDL, on gère plutôt des actions de l'Europe, et vous, on gère et de l'Europe et de l'international. Donc, un consensus sur la situation européenne, sachant que je précise toujours d'un point de vue pédagogique, il faut se méfier des comparaisons d'indices quand on regarde les bilans de 2025, notamment entre l'Europe et les États-Unis, parce qu'il faut quand même penser à corriger la performance des États-Unis de la performance du dollar. Et elle a été fortement négative en 2025. On vient de faire le positif. On regarde maintenant l'élément qui vous inquiète. Frédéric Ponchon, qu'est-ce qui vous inquiète dans la situation de 2026 chez Dorval ? Aujourd'hui, on a un équilibre qui est idéal entre une croissance mondiale qui est très diversifiée, elle vient pas seulement des États-Unis, et qui est très résiliente, et puis une trajectoire de désinflation. Donc c'est le déséquilibre de cet équilibre idéal qui nous fait peur, que ce soit de la déception sur la croissance en provenance de l'IA, si finalement il y a la dérivée seconde qui est un peu moins positive. Est-ce qu'il faut craindre des déceptions sur l'Allemagne ? Alors, sur l'Allemagne, pour nous, non. C'est-à-dire, voilà, il y a ce plan-là qui va être mis en œuvre. Il y a une croissance qui devrait être de 0,5% de l'Allemagne, qui va être en réalité de 1,5% en fin d'année 2026. Ça fait partie, bien sûr, des déceptions, mais c'est pas notre scénario central aujourd'hui. Ok. Laurent, qu'est-ce qui vous inquiète sur l'année 2026 ? Nous, ce qui nous inquiète, c'est plutôt du côté des États-Unis parce qu'il y a beaucoup d'attentes à l'inverse de l'Europe. Et notamment, je pense qu'un des sujets qui pourrait venir à poser des problèmes sérieux, c'est ce qui se passe autour de la Fed, de la Banque centrale américaine et de son indépendance ou pas. On voit bien que Trump et son administration veulent mettre la main sur la Fed pour exercer une pression baissière sur les taux directeurs très forte. Et cette perte d'indépendance pourrait causer des problèmes plus sérieux sur les marchés financiers en général. Vous avez trouvé comment Jérôme Powell dans sa vidéo, la gorge nouée, en train de dire je fais mon job et je continuerai à le faire ? J'ai surtout constaté que derrière le discours de Powell, tous les anciens banquiers centraux sont alignés avec lui, plus beaucoup de dirigeants de manière générale. Donc on voit bien que tous ces gens-là comprennent intuitivement que la perte d'indépendance potentielle, ça peut causer des chocs non attendus. Frédéric, je reviens vers vous. Tout à l'heure, vous m'avez expliqué qu'une grande partie des gestions, que ce soit en allocation ou que ce soit sur la partie action, était flexible. Aujourd'hui, vous êtes comment ? Vous êtes risk on ou vous êtes risk off ? Alors si on prend le fonds Dorval Conviction, donc qui a un 0,100 avec donc un point d'équilibre qui est autour de 50, on est plutôt à 65%. C'est-à-dire qu'on est positif, mais aussi on prend en considération le fait que on a un marché boursier qui est assez mature. On a eu plusieurs années de bonnes performances, et donc c'est vrai qu'on a envie quand même de protéger un petit peu via par exemple des puts. Aujourd'hui, ça vous coûte pas trop cher ? Non, aujourd'hui, justement, c'est ça le prix de la protection contre l'incertitude qui peut arriver de manière politique, géopolitique. Il est assez bas, contrairement à par exemple les années 99-2000 où le marché était au pic, mais avec des volatilités qui étaient implicites, qui étaient élevées. Donc aujourd'hui, on peut faire des couvertures très hors du marché qui nous protègent en fait des risques extrêmes, tout en restant très constructifs sur le développement de l'année 2026. Laurent Schroeder, je me tourne vers vous. On commence l'année en France avec des indices qui sont au plus haut. Vous vous dites que l'année va être bonne pour les indices ?
Je pense que la différence avec l'année dernière, à la même époque, c'est que ce soit la France ou l'Europe, personne ne voulait investir en Europe et tout le monde voulait investir aux États-Unis ou quasiment. Il y avait un consensus très fort. Et donc, il y a un an, il y avait beaucoup de décotes en Europe, qu'elles soient sur la taille de capitalisation et qu'elles soient sectorielles. Et donc, à l'époque, on disait, il faut vraiment être sur l'Europe, il y a beaucoup d'upside. On est un an plus tard, les marchés ont pris 20-25%. Donc, évidemment, une partie de cette décote a été réalisée. Donc, pour nous, aujourd'hui, la vraie façon de gagner de l'argent en 2025, encore plus qu'en 2026, encore plus qu'en 2025, c'est d'être sélectif sur les titres que vous choisissez. Et là, il y a encore beaucoup de choses à faire en Europe. Allez, parfait. On va jouer très rapido. On se donne 2 minutes par thème. Stop ou encore sur l'intelligence artificielle. Il faut encore y croire ou pas, Frédéric? Alors, encore pour 2026, mais 2026 pour nous c'est un petit peu la dernière année d'accélération des dépenses dans l'IA. Donc assez vite au milieu de l'année, on va se dire voilà, on est sur une sorte d'asymptote et on va se poser des questions sur la déception qu'on peut avoir sur ce segment-là. Laurent Chodersch sur chez BDL, stop ou encore? Sur l'intelligence artificielle, nous, on voit 2 risques qui commencent à se développer. Un risque financier, on l'a vu avec les CDS, par exemple, d'Oracle, toutes ces commandes qui sont annoncées mais qui ne sont pas financées. Donc ça va continuer cette année probablement. Et il y a un deuxième risque, qui est un risque technologique. On a commencé à le voir avec Amazon, qui a réduit la durée de ses amortissements en disant, finalement, les nouvelles puces arrivent très vite, donc très vite ça devient obsolète, donc il faut réinvestir. Et ça, c'est un vrai sujet sur la rentabilité à moyen terme de ces métiers-là. De ce que j'ai vu, il n'y en a pas des masses dans les fonds chez vous. Non, on n'a pas de technologie dans les fonds. Ok. Deuxième sujet, avant que les marchés s'emballent sur l'intelligence artificielle, pendant de longues années dans l'environnement de baisse des taux, ils avaient adoré les valeurs de croissance, de qualité, et puis ils les ont totalement délaissées pendant de longues années. Laurent, est-ce que vous commencez à leur retrouver du potentiel? Oui, on a été absent de ces valeurs de croissance depuis 5-6 ans, on va dire, et on commence tout juste depuis 2025 à réinvestir sur ce segment, sur certains dossiers. Et pourquoi? Parce que c'est ce qu'on dit, la valorisation commence à venir au bon prix. En fait, juste pour faire un petit peu de recul, on a eu toute la période à partir de 2014 avec le quantitative easing et les taux qui sont passés à 0, voire négatifs. Ces valeurs-là se sont envolées. Leur prime en termes de PE est passé de 20 fois à 32 fois. Et depuis, elles ne font que comprimer. Elles sont revenues vers 20, 21 fois. Donc, on est revenu dans un territoire où on trouve des sociétés qui sont intéressantes et décotées. Vous avez un fonds sur le sujet ou ça se fait uniquement via conviction? Ça se fait beaucoup via Conviction et Rempart, mais aussi, on a un fonds, effectivement, BDL Transition, je lisais un mot tout à l'heure, qui est plus orienté sur les valeurs de croissance, mais en faisant attention au prix qu'on paye, qui est l'ADN de BDL et ce qui permet d'éviter les gros déconvenus. Frédéric Panchon, les valeurs de croissance, est-ce que ça fait partie, j'ai bien compris tout à l'heure que vous travaillez en thématique, est-ce que ça fait partie des thématiques qui reviennent un peu en forme chez vous? Oui, alors je suis tout à fait d'accord sur cet élément de valorisation. On est revenu à des prix qui sont raisonnables là où on l'était pas sur les dernières années. Après ça, le désamour qu'on a eu aussi, il a été lié à d'autres choses, à la déglobalisation d'une certaine manière. On est sur des entreprises qui étaient très exportatrices, il y a eu les barrières douanières. Cette année, ça a été compliqué. Il y a des sociétés comme les valeurs du luxe qui ont leurs problèmes spécifiques. Donc, valeurs de croissance, c'est pas ce qu'on met en avant aujourd'hui en début d'année. En revanche, au courant de l'année, effectivement, je pense qu'il faut être flexible pour pouvoir revenir là-dessus et il faut être sélectif. Dans les algorithmes de croissance, il faut moins compter sur la pénétration de marchés internationaux, mais plus sur l'innovation, la capacité d'innovation des entreprises et c'est notre prisme quand on analyse de manière, en stock picking, ces valeurs. Avant les valeurs de croissance, il y avait un autre segment qui passionnait tout le monde, c'était les petites et moyennes capitalisations. 2026, le retour? Alors, si on dit, il y a un cycle financier qui est très porteur en Europe, la reprise de crédit, l'économie va suivre. Je pense que jouer les valeurs domestiques, ça a un sens. Et c'est vrai qu'on est sur une classe d'actifs avec les petites et moyennes capitalisations qui est très domestique. Donc oui, en plus on a des valorisations qui sont pas du tout un handicap. Ok, donc là il y a un produit qui est dans votre troisième pile, c'est la. Alors on a un fonds effectivement Dorval Drivers Smith Continental Europe qui est sur les petites et moyennes capitalisations. Vous êtes mis sur ce créneau-là? Oui, on voit de la valeur incontestablement dans les mid-cap. Après 5 ans, je crois, de sous-performance, on a créé l'année dernière un fonds qui s'appelle BDL Entrepreneur et qui investit dans une 20 à 30 convictions sur les mid-cap. Et effectivement, je partage l'avis de Frédéric. Je pense que
la dynamique de l'Europe qui accélère, qui s'améliore, les flux qui reviennent vont bénéficier aux mid-cap. Les mid-cap ont besoin de plus d'enthousiasme sur l'Europe pour performer. Laurent, je reste avec vous. Jusqu'à présent, on a parlé d'intelligence artificielle, c'est de la croissance. On a parlé de valeurs de croissance, c'est de la croissance. On a parlé des petites et moyennes capitalisations. On expliquait toujours que ça avait une croissance supérieure aux grandes entreprises parce que c'était plus agile, etc. Est-ce qu'il faut revenir sur le cycle? Parce que je vous sens optimiste sur l'Europe. Vous privilégiez des secteurs cycliques aujourd'hui? Oui, on privilégie la construction parce qu'on pense que c'est le secteur le plus sensible au taux d'intérêt. C'est le premier qui va redémarrer et qui commence d'ailleurs à redémarrer. Vous le voyez à la fois dans les indicateurs avancés, par exemple les demandes de permis, mais c'est aussi ce que nous disent les dirigeants des grandes entreprises de construction, par exemple comme Saint-Gobain. Le troisième trimestre 2025 était le premier trimestre depuis 2 ans où on repart en croissance. Alors, je partage tout à fait cet avis. Nous, c'est vrai que le début d'année, on se positionne plus de manière cyclique pour tous les éléments qu'on a donnés. Quand on cherche des valeurs cycliques, en revanche, les valorisations, elles sont pas si attractives que ça. C'est-à-dire que quand on investit généralement sur des valeurs cyclique, c'est quand les résultats sont au tapis, les valorisations assez élevées, mais qu'on anticipe une très forte hausse des résultats. Aujourd'hui, les résultats, ils sont sur un niveau moyen, et on a des valorisations qui sont un petit peu un peu riches déjà. Et donc, c'est vrai que le segment qui nous intéresse, c'est aussi la construction. On est venu un petit peu tôt sur le secteur, mais là, c'est vrai qu'on a cette accélération, notamment en Allemagne. On a le prix de l'immobilier qui repart. Il y a plein d'éléments qui concours à cette vue positive sur le secteur de la construction en Europe. Frédéric Ponchon, je reste avec vous. Votre coup de cœur pour l'année 2026, c'est quoi ? Nous, c'est notre franchise climat, d'Orval European Climate Initiative, parce que c'est un fonds qui, par sa construction, va être assez exposé aux valeurs cycliques. Quand on parle de construction, Saint-Gobain, typiquement, fait partie des valeurs un petit peu emblématiques sur l'efficience énergétique. Puis, c'est un thème qui est au carrefour d'autres thématiques de très long terme, comme la souveraineté européenne, par exemple. Si on parle décarbonation, si on parle efficacité énergétique, eh bien, c'est moins de dépendance aux produits fossiles qui viennent de l'extérieur. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, Frédéric, aujourd'hui une certaine réticence des investisseurs et des clients au climat ? Genre, à un moment, c'est enthousiasmé là-dessus, puis on a un peu été déçus par les performances, et puis après on se dit, bon, il faut passer à autre chose, quoi. Alors, nous, la spécificité qu'on a dans ce fonds-là, c'est d'avoir notre ADN d'Orval, c'est-à-dire la combinaison d'une vue top-down et de sélection de valeurs. Et en fait, quand on regarde dans l'univers climat, on a des éco-activités, donc la mobilité, l'économie circulaire, la construction, par exemple, qui vont avoir des caractéristiques en termes de croissance, de cyclicité qui sont très différentes. Et donc c'est notre vue qui a permis sur ces dernières années, notre vue macro, de choisir les bonnes éco-activités et qui a permis de faire des performances qui sont tout à fait honorables. Le fonds en 2025 fait dans les 17%. Ok, Laurent Schaudersch, votre coup de cœur pour 2026. Notre coup de cœur, c'est la gestion active par rapport à la gestion passive, et pour une raison simple. Quand vous regardez ce qu'on appelle la concentration des indices, donc c'est combien de l'indice représente, on va dire, les 10 premières sociétés, vous voyez que cette concentration des indices, notamment aux États-Unis, est au plus haut depuis 70 ans au moins. Elle est plus haute qu'en 2007 et elle est plus haute qu'en 2000. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand vous avez une telle concentration, ce qui suit en général, c'est que l'indice se déconcentre, les grosses valeurs sous-performent et ça se déconcentre. Et quand ça se déconcentre, la gestion active surperforme. Pourquoi ? Parce que structurellement, la gestion active en général est sous-pondérée les très gros poids. Et donc, une fois que ça commence à sous-performer, la gestion active fait mieux. Et donc là, comme on est à un point extrême, c'est ce qui devrait se passer sur les prochaines années. C'est ce qui s'est passé au pic de concentration de 2007 et c'est ce qui s'est passé au pic de concentration de 2000. Ok, merci beaucoup à tous les deux d'avoir ouvert ces débats avec nous aujourd'hui. Tout de suite, on continue avec une nouveauté, le regard d'Hélène. Avant toute chose, tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Des vœux de santé, de sérénité, de réussite, pour vous, pour vos proches et pour vos projets. Janvier, c'est un moment un peu particulier. Un moment où l'on prend le temps de regarder derrière soi et surtout devant soi. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui peut paraître simple ou ringard, la présentation des vœux. Mais avec mon regard, cette présentation de vœux, je la considère comme un acte profondément stratégique.
Même si pour l'heure, comme beaucoup de monde, vous ne les avez peut-être pas encore présentés, les vœux ne sont pas anodins. Présenter ses vœux, ce n'est pas cocher une case, ce n'est pas envoyer un message automatique le 1er janvier. C'est un temps de relation, un temps où l'on dit « je pense à vous et j'ai envie de continuer le chemin avec vous ». Et avant de se lancer, mon premier conseil est très simple, prenez un temps d'arrêt. Prenez une feuille ou un écran et listez toutes les personnes à qui vous souhaitez présenter vos vœux. Puis, catégorisez-les. Pourquoi ? Parce que les vœux ne peuvent pas être les mêmes pour tout le monde. Il y a déjà une première question à se poser. Papier, digital, téléphonique ? Ce choix dit beaucoup de la relation. Et croyez-moi, selon la personne, le message n'est pas reçu de la même manière. Les clients, une évidence et une opportunité. Pour moi, il n'y a pas de débat. Tous vos clients doivent recevoir vos vœux. Mais au-delà du message, les vœux sont une porte d'entrée naturelle vers l'échange. En début d'année, même sans visibilité fiscale, il faut proposer un rendez-vous. Un rendez-vous pour remettre à plat le patrimoine, revoir les objectifs de vie et de famille et surtout se dire dans quelle direction allons-nous travailler ensemble cette année. Les prospects, parlez juste. Pour les prospects, là encore, tout est question de justesse. Il y a ceux que vous avez déjà rencontrés sans concrétisation. Il y a vos partenaires potentiels, notaires, experts comptables, professionnels de votre écosystème. Et puis, il y a ces futurs clients, parfois encore inconnus, que vous avez déjà en lien sur LinkedIn ou sur les réseaux. À chacun son message, à chacun une intention claire. Avec mon regard, je peux vous le dire, les vœux sont l'un des premiers actes fondateurs de votre année. Ils méritent du temps, de l'attention et ils méritent de la sincérité. Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année et vous retrouve très bientôt avec le regard d'Hélène. Faites-moi passer vos demandes et questions via le site et plus encore. Et en attendant, on retrouve Jean-François pour un nouveau face-à-face. Allez, on parle à nouveau immobilier avec ce face-à-face de Club des experts immobiliers. Avec nous en plateau, un habitué, le directeur général d'Altarea IM, Marc-Olivier Penin, et un petit nouveau, Faïz Ebadj, qui est président de Norma Capital. Bienvenue sur ce plateau. Le thème de cet échange, c'est ces CPI qui ont revalorisé leur prix de part. Faïz, je commence avec vous. Vous avez une gamme avec un certain nombre de produits. Il y en a une qui a revalorisé. Laquelle ? Combien et quand ? Bonjour Jean-François. Alors effectivement, on a une SCPI qui a revalorisé. C'est NCAP Région, notre première SCPI, 11 ans d'actualité. Et elle a revalorisé en septembre 2025 à 1,79%. Marc-Olivier Penin, je me tourne vers vous. Chez vous, il n'y en a qu'une. C'est Alta Conviction. Dernière revalorisation, c'était quand ? Dernière revalorisation, c'était en début décembre 2025 et c'était 1%. Et on avait revalorisé également en 24 de 1,70%. Ok, allez, c'est bien d'avoir des chiffres, on va essayer de regarder ce qui se cache sous le capot et d'essayer de parler de ces produits, de les comprendre. NCAP Région, qu'on appelait auparavant Vendôme Région, quelle est l'histoire de ce produit et quelle est sa stratégie ? C'est une SCPI qui a été construite en 2015 et elle a eu pour objectif de constituer un patrimoine français en région diversifié sur du bureau, du commerce et de l'activité. Elle a en 2025 ouvert son champ d'activité à l'hôtellerie. Elle accueille une 4e activité et son objectif c'est de tenir sur le long terme une performance aux alentours de 6%. Grâce à une composition de différents types d'activités et un bénéfice d'être sur plusieurs classes d'actifs pour construire un rendement sur le long terme pérenne. Aujourd'hui, vous nous expliquez que vous rajoutez un 4e élément avec l'hôtellerie. Si on regarde aujourd'hui le profil du portefeuille, c'est quoi ? Si on regarde le profil, aujourd'hui, on est exposé au bureau à plus de 50%. On a 30-35% de commerce et le solde aujourd'hui en activité à hauteur de 15-20%. Ok, et pour être très clair et qu'on soit très précis, quand on dit région, Paris est une région ? Paris est une région, et effectivement, l'Île-de-France en est une. Ok, Marc-Olivier Penin, on parle maintenant, si vous le voulez bien, d'Alta Conviction, produit qui a un peu plus de 2 ans maintenant. Alors voilà, c'est une SCPI récente qui a vocation à être une SCPI diversifiée qu'on a lancée donc avec le concours du groupe Altarea. Qui fait partie donc des nouvelles SCPI, de ce nouveau cycle immobilier qu'on souhaite effectivement pouvoir proposer dans de bonnes conditions aux investisseurs. Quand je dis diversifié, on a, comme on lance la SCPI, le loisir, je dirais, d'être un peu précis dans l'allocation. On a commencé avec
pas mal de commerces, on diversifie avec de la logistique, de l'activité, et on a vocation effectivement à installer une performance régulière dans le temps pour les investisseurs qui nous rejoignent. Alors, vous le savez tous, la définition des prix de part sur des SCPI à capital variable se fait selon des règles très claires, très définies, à partir de la valeur de reconstitution, où l'on a une marge de manœuvre pour les sociétés de gestion de plus ou moins 10%. On a donc dit que des deux côtés, vous aviez revalorisé les prix de part. Je voudrais qu'on s'intéresse aux valeurs de reconstitution. Marc-Olivier Penin, vous nous l'avez expliqué avec Alta Conviction, une SCPI jeune. Est-ce qu'en termes de valeur de reconstitution, vous êtes aujourd'hui au plus haut, sachant que désormais, on a des évaluations tous les semestres? Effectivement, donc oui, on est au plus haut, pour répondre à votre question. On a une valeur de reconstitution qui a progressé de 10% depuis la création de la SCPI. Schématiquement, avec ces deux augmentations, on a livré presque 3% d'augmentation de prix de part aux premiers investisseurs, et on reste pour autant en bas de borne des côtés de 7%. Ok. Est-ce qu'il y a un peu une courbe en J dans l'immobilier, un peu comme on peut connaître dans le non-coté, puisqu'a priori, quand vous achetez des immeubles, vous payez des droits? Exactement. Donc là, le fait classique, c'est que normalement, quand vous investissez, vous avez cette fameuse courbe en J, puisque vous perdez les droits, qui sont des non-valeurs. Nous, on a, on va dire, avec les expertises externes, récupéré un peu plus que ces droits. Donc on a bien des expertises qui ont progressé de 10%. C'est-à-dire les droits plus un peu plus de performance encore. Faïs, je viens vers vous. Donc, NCAP, région de Norma Capital. J'ai regardé les bulletins. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'elle était née en 2015, donc elle a 10 ans. Alors, j'ai regardé. Le plus haut que j'ai trouvé sur la valeur de reconstitution, c'était aux alentours de 711 €. Vous êtes aujourd'hui un peu en deçà de 702, donc pas tout à fait au plus haut. Moi, j'ai envie de vous poser une question toute bête, puisque vous m'avez dit tout à l'heure, on a 50% de bureaux. Comment on fait quand on a 50% de bureaux, que l'on connaît la crise que l'on a connue sur les bureaux, pour avoir une valeur de reconstitution qui est quasiment au plus haut? Alors là, tout est l'intérêt de NCAP Région, parce que ça illustre un peu cette dynamique de stratégie de diversification sur un cycle de 10 ans avec des crises. Globalement, si je donne l'exemple, en 711 €, c'était en 2022, donc à un moment de marché où toutes les valeurs immobilières étaient au plus haut. On a aujourd'hui une valeur de reconstitution un peu supérieure à 701 €, une décote de 1,4 par rapport au plus haut historique, qui s'explique par deux phénomènes. C'est qu'entre 2022 et aujourd'hui 2025, eh bien, la valeur de l'immobilier a évolué, et notamment sur certaines classes d'actifs. En 2022, le bureau représentait moins de 50% du patrimoine, et on avait plus de commerce. Ce qui est venu soutenir notre valeur, puisqu'elle a, entre-temps, je me permets juste un petit explicatif, elle a atteint 680 entre 711 et 701. Ce qui a expliqué ce rebond de valeur, c'est l'attractivité de notre patrimoine sur la classe d'actifs commerce. Des commerces qui ont été achetés notamment durant la période post-Covid, qui ont été achetés à bon prix, à un moment où les investisseurs se désintéressaient de cette classe d'actifs, ont été des valeurs plus recherchées récemment sur les marchés et des valeurs qui ont connu un rebond, contrairement à certains bureaux qui ont baissé en valeur. Toutefois, depuis 2024, on acquiert des bureaux à bon prix, puisque effectivement, il y a un peu moins d'intérêt sur cette classe d'actifs. Et aujourd'hui, on estime que ces achats à bon compte, aux bonnes adresses, sur des bons produits très attractifs, nous permettront de constituer une stratégie qui progressera sur les cycles prochains. Ok, donc merci pour le commerce, en tout cas pour les valeurs de reconstitution. On va justement parler dans quelques instants du marché et de ce que vous faites. Je voudrais juste faire un clin d'œil. Je crois à la loi des séries. Alors vous allez me dire si j'ai raison ou si j'ai tort, parce que quand j'ai regardé vos produits sur notre thème, c'est-à-dire le sujet de la revalorisation des parts, Marc-Olivier, j'ai vu que Alta Conviction, ça faisait 2 ans qu'elle avait été lancée, vous nous l'avez dit, elle a remonté 2 fois sa part. Et j'ai regardé NCAP Région et j'ai constaté qu'il y avait une augmentation du prix de part tous les 3 ans. Est-ce que il faut que je me le tienne comme étant la règle? Alors on pourrait l'imaginer, mais très sincèrement, ce n'est pas un objectif. Et c'est simplement la sanction de la réalité des valeurs. Marc-Olivier? J'adorerais, mais effectivement, tout va dépendre du marché. On est bien placé. Vous avez compris qu'on a encore
une réserve de valorisation, je dirais. Je pense qu'aujourd'hui, il faut surtout regarder ce que fait le marché. Et si on peut le faire, on le fera. Mais les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Donc, Ok, que fait le marché? Est-ce qu'il s'est un peu détendu dans l'année 2025? Alors le marché, on parle de collecte ou d'immobilier? On parle du marché de l'immobilier. Plutôt de l'immobilier. On a un marché qui est actif, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout à l'arrêt. Il est très sélectif. Et donc, pour être à l'acquisition, mais Faïs, je pense, dire la même chose, les bons produits, il y a encore de la concurrence. Voilà. Donc, on n'achète pas à des prix complètement décotés des actifs de qualité. Il y a des actifs qui trouvent très difficilement preneurs et qui restent effectivement, et on voit ça avec les taux d'occupation qui parfois baissent sur des gros patrimoines ou les mètres carrés vacants qui augmentent sur le bureau francilien de façon assez nette. Il y a toujours de la compétition sur des locaux d'activité, des commerces, quand on arrive dans une zone de, je dirais, 7% acte en main sur les acquisitions. Faïs, votre vision, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous êtes acheteur, il y a beaucoup de monde en face? Je partage le point de vue sur la consistance du marché. Cela dit, je peux donner une affirmation, c'est que sur le bureau, en tout cas, aujourd'hui, il y a moins d'attractivité. Il y a moins d'acteurs en concurrence. La concurrence s'établit beaucoup sur le commerce, toujours beaucoup sur les locaux d'activité et de logistique. L'hôtellerie devient une classe d'actifs très recherchée aussi. Donc, tous les segments de marché n'ont pas la même dynamique, mais il y a effectivement de l'animation et je trouve que c'est plutôt prometteur pour 2026. Ok, si on regarde justement en termes de dynamique, la dynamique de collecte, ça s'est passé comment chez vous en 2025 chez Norma Capital? Alors 2025, pour nos 3 fonds confondus, on a fait une levée un peu supérieure à 150 millions d'euros brut. C'est le critère le plus important, brut? Pour moi, c'est le plus important. Brut, pourquoi brut? Parce que finalement, c'est l'attractivité de nouveaux investisseurs. On a des circonstances on a un fonds qui a 11 ans cette année. Il est normal qu'il y ait une observation de certaines sorties. Donc, le plus important pour nous, c'est de matérialiser l'attractivité de notre fonds, nos fonds, par rapport à de nouveaux investisseurs, surtout dans ce contexte. Côté Alta Conviction, on vient de dépasser les 100 millions de capitalisation. On est sur un rythme d'une 50aine de millions par an. Voilà, ce qui montre qu'on a trouvé notre public. On a un fonds qui est nouveau, une société de gestion qui est nouvelle. Et on est ravis d'être suivis par nos partenaires sur cette thématique. Ok, on va parler maintenant, si vous voulez, un peu plus dans le détail. Alors, dans les points communs qu'il y a avec vous, donc on a dit revalorisation des prix de part. Dans les différences, on a vu qu'il y en a une qui est un peu plus jeune et l'autre un peu plus âgée. En revanche, lorsque je regarde les endroits où vous investissez, NCAP Région, vous nous avez dit région, France. Alta Conviction, j'ai cru voir dans les reportings que c'était plutôt France. Alors 80% France, 20 Europe. Alors, est-ce que être investi spécialisé sur la France, c'est un bon argument? Parce que, pardon de vous dire la chose suivante, j'ai quand même un peu le sentiment qu'il y a une sorte de bruit sur le marché qui consiste à dire que c'est quand même très classe de vendre plutôt de la SCPI européenne. Faïs, je vais commencer avec vous, puisque vous nous avez dit que vous aviez 3 produits dans la gamme, et dans la gamme, il y a notamment un produit français puis un produit européen. Exactement, nous on préfère sectoriser, on préfère simplifier la vie de nos investisseurs en évitant de mélanger des produits français et des produits européens pour simplifier la feuille d'impôt. On est tous contents de pouvoir le vendre à nos investisseurs. L'Europe aujourd'hui a plutôt la cote. Il faut pas se leurrer, c'est plus de 80% des investissements des SCPI au dernier trimestre. Et donc, il y a une tendance très claire sur l'investissement en Europe et il s'explique principalement par l'attractivité fiscale des revenus de sources étrangères. Nous, on défend depuis 11 ans, cette année, les valeurs françaises. Pourquoi? Parce que, premièrement, on a cette expertise des territoires, cette valeur, cette compétence à aller gérer notre relation avec les entreprises, nos artisans, les PME qui occupent, mais aussi les grandes entreprises qui occupent nos sites. Et on a une valeur à défendre sur le franco-français. Et puis on n'est pas à l'abri demain d'une révision des règles fiscales entre la France et les pays qui produisent ces revenus. Donc aller en Europe fiscalement, c'est intéressant aujourd'hui, c'est vrai. Peut-être que demain ce sera moins intéressant, mais je pense que chaque créneau de marché a sa place dans une allocation d'actifs. Marc-Olivier, vous regrettez de vous dire on s'est positionné que sur la France? Alors absolument pas, absolument pas. On a un premier fonds France qui s'appuie aussi sur l'ancrage français du groupe Altarea, qui est très puissant en région, et je partage les points avancés par Faïs. On livre de très bonnes performances
on est en France, hein, on en parlera. Donc il n'y a pas de problème à ce sujet-là. Si on a un petit peu moins de confrères en concurrence aux acquisitions françaises, je pense que c'est bien. Et juste pour compléter, il faut pas oublier, si on prend un peu de recul, que la France, ça fait partie des 3 grands marchés européens, avec l'Angleterre et l'Allemagne, et ou des 2 marchés européens et en euros avec l'Allemagne. Donc c'est vrai que le balancier est parti de façon assez nette côté investissement européen pour des raisons fiscales principalement, faut le dire. Que ça peut évoluer, mais que l'intérêt dans une allocation de portefeuille pour la France, elle reste évidente. Est-ce malgré... Ouais. Moi, j'aimerais ajouter, je suis tout à fait en ligne avec Marc-Olivier, j'aimerais ajouter aussi le fait qu'on a aussi à cœur de défendre aussi la capacité de dire à nos épargnants que leur épargne sert au développement de leur territoire. Nous, on a certains de nos épargnants qui travaillent dans nos sites, qui vont faire leurs courses dans les commerces que l'on a, enfin qu'ils détiennent indirectement. Et donc, on a aussi à cœur de défendre cette proximité, cette épargne utile à la vie du quotidien de ces gens-là et puis de la société autour. J'entends. Malgré tout, je vais poser une question toute bête dans la perception du client. Est-ce que le fait que la rentabilité affichée soit égale effectivement à ce qui rentre dans le compte bancaire quand on reçoit les acomptes trimestriels ou mensuels, c'est pas un atout de la France? Alors c'est vrai que quand on est une SCPI française, l'affichage de la performance, il est quasiment identique aux sommes perçues par l'investisseur. Oui, c'est plus facile, évidemment. C'est plutôt quand on est en Europe qu'on a ce décalage entre la performance brute distribuée et la performance nette encaissée par le client qui a besoin d'explications. Donc oui, c'est plus simple. C'est vrai que c'est un peu compliqué aujourd'hui dans la jungle des classements de s'y retrouver. On a cet avantage-là. Il y a beaucoup de produits, je dirais, Europe, qui ont des taux d'affichage dans les classements des journaux financiers un peu supérieurs à 7, mais qui distribuent des fois un peu moins de 6. Il y a des fois des gros écarts. Et donc ça, il faut pouvoir l'expliquer. C'est un peu plus simple avec une SCPI France. Ok. On attaque maintenant, si vous voulez bien, le sujet des opportunités aujourd'hui et de vos investissements. Faïs, vous m'avez déjà un peu dit la chose. Vous revenez sur le bureau? On revient sur le bureau, mais je suis persuadé qu'il est toujours plus intéressant de s'intéresser à une classe d'actifs qui est un peu moins fashion. Parfois, et on l'a remarqué avec le commerce quand on y est allé, et aujourd'hui, on a la capacité d'accéder à des immeubles de bureaux d'extrêmement bonne qualité, sur des emplacements incontournables, à des prix très attractifs, du fait de la rareté de la concurrence et du fait d'une condition où tout un tas d'acteurs souhaitent un peu s'alléger sur le bureau. Et donc, il nous semble opportun d'essayer d'acheter des bureaux. Cela dit, ça ne nous empêche pas de regarder les autres classes d'actifs. Mais le constat de notre expertise sur les 2 dernières années de crise, on va dire de crise sur les valeurs, c'est-à-dire les moments où le vendeur et l'acheteur n'arrivent pas à se trouver sur un prix, eh bien, sont que il y a vraiment un regain de valeur sur certaines classes d'actifs, et tant mieux. Mais aujourd'hui, ça nous laisse moins de place si on veut servir une performance telle qu'on la désire sur le long terme, à des niveaux de prix qui redeviennent un peu plus forts. Je reste 2 secondes sur le bureau. Il y a en face des vendeurs contraints? Alors, le constat de notre activité, on a fait l'année dernière 370 millions d'investissements. Sur ces 370 millions d'investissements, là, on a produit nos actions les plus intéressantes, sont plutôt auprès d'acteurs qui avaient une logique d'arbitrage, peu importe le prix, sur un tempo défini. Donc, c'est-à-dire sur une année civile, on a décidé, le board, le directoire a décidé de vendre. Bon, celui qui offre... Pragmatisme zéro, mais... On vend. Et donc là, effectivement, on s'est pas retrouvé face à des situations de blocage. Mais lorsqu'on essaie de vendre, en essayant de voir si on peut avoir un prix objectif, et que ça passe pas, et bien finalement, là, on n'a pas réussi à trouver des ententes. Ok. Marc-Olivier, quid de vos choix actuels avec la collecte que vous avez? Parce que quand je regarde le reporting, il y a déjà pas mal de commerce. Vous m'avez dit que ça devait être diversifié. J'imagine que vous n'allez pas acheter du commerce la prochaine fois. Alors, je vais peut-être juste finir sur le bureau. Effectivement, les 2 années passées, on n'est pas allé sur la classe d'actifs parce que le retour à valeur de cette classe d'actifs était à l'œuvre. Aujourd'hui, on n'exclut pas du tout de faire du bureau de notre côté non plus. Ce qu'on considère, c'est que les taux de rendement de la classe d'actifs bureau ont corrigé. Donc, c'est déjà le début du retour à valeur. Là où on est encore très prudent, c'est sur les valeurs locatives.
puisque une valeur, c'est la valeur locative divisée par un taux. Donc le taux, pour nous, il paraît assez logique dans le marché. Est-ce que acheter des bureaux, s'il y a pas mal de vacances autour, on va pas avoir des loyers renégociés? Voilà, nous, ce qu'on aimerait, c'est acheter sur des bureaux avec des taux du nouveau cycle immobilier et des loyers revus. Voilà. Donc après, on a effectivement de notre côté commencé par le commerce. On a eu de très belles opportunités. Quand vous lancez un fonds, il y a un ordonnancement bonnes affaires que vous saisissez, on va dire, et après on équilibre. Classiquement, il faut 3 ans pour faire une allocation. On a fait 2 exercices. Il nous en reste. Alors dites-moi ce qu'il y aura à la fin de l'année. À la fin de l'année, je pense qu'il y aura davantage d'activités. Les PME sont dynamiques, elles ont besoin d'avoir des locaux, ça fait partie de leur outil de production. Et puis, pourquoi pas 1 ou 2 actifs de bureau quand même. À la fin. Ok, question sur l'effet du levier. Vous êtes à combien aujourd'hui et est-ce que vous vous dites qu'il faut l'augmenter? Alors, aujourd'hui, on a une dizaine de pourcents. On peut aller jusqu'à 25% en levier financier sur la SCPI. On l'augmentera sur opportunité. Ce que je veux dire par là, c'est que si on regarde aussi des actifs en Allemagne, par exemple. En Allemagne, si on a l'opportunité d'acheter un actif et qu'on puisse le financer en Allemagne, les taux sont moins chers, quasiment d'1% en Allemagne. Donc voilà, on essaiera d'optimiser le complément de l'effet de levier. D'un point de vue stratégique, vous aujourd'hui, vous êtes à combien sur NCAP Région? Alors historiquement, on était autour de 15-17%. On a décidé, dans le courant de l'année 2025, d'augmenter cette exposition à la dette, partant du principe que le coût de financement était stabilisé, mais peut-être à améliorer dans les années futures, mais il nous semble plus facile de négocier une dette dans le temps plutôt que la valeur d'un actif. Partant de ce postulat-là, on estime que un peu apprécier, au regard des valeurs de l'immobilier qui se stabilisent, voire qui vont progresser, d'apprécier légèrement cet effet de levier pour le porter à près de 25%, pour constituer un portefeuille à bon prix dans un tempo qui nous paraît bon, nous semble plus opportun, avec une dette qui a une visibilité de son coût sur le court moyen terme et qu'on renégociera plus tard dans des conditions plus favorables en termes de coûts. Ok, on va conclure dans quelques instants. On a commencé par parler de l'évolution des prix de part. On a peu parlé de performance. On va s'arrêter 2 secondes sur les performances. NCAP Région, 10 ans d'histoire, performance moyenne. Donc la performance moyenne, c'est le TRI. Combien ? TRI est autour de 6%, il est à 6% d'ailleurs sur les 10 dernières années, depuis la création. La performance du taux de distribution est depuis le début, depuis 2015, autour de 6%. On est aujourd'hui sur un taux de distribution qui va avoisiner les 5,75% sur 2025. Les chiffres vont sortir de manière officielle, donc effectivement, on précisera le chiffre de manière très claire très prochainement. Et puis l'objectif sur le long terme, sur cette SCPI, c'est de garder finalement un horizon de rendement qui soit celui-ci. Depuis son origine, et c'est tout l'intérêt de cette SCPI, c'est que ça fait 10 ans avec le Covid, puis tout un tas de crises que l'on connaît, que l'on arrive, via ces stratégies de diversification sur les classes d'actifs, etc., à tenir à peu près cette tendance. Marc-Olivier, sur le sujet de la performance, on va être très honnête, on a vu un peu la course à l'échalote. Vous voyez les choses comment? Est-ce que ce 6%, finalement, a pas vocation à être un peu l'indicateur de référence à l'avenir de la place? Je pense que le 6% aujourd'hui, il est assez logique par rapport aux autres classes d'actifs, aux taux sans risque, etc. Donc, côté Alta Conviction, on a, sur les premières années, je veux dire, une surperformance par rapport à ce niveau, parce que justement, on achète à bon compte dans un marché très favorable, etc. Donc ça, on fait participer les investisseurs. On a distribué 6,5% sur les 2 premiers exercices, et là, net égale brut. Et on a mis aussi des réserves de côté. On a quasiment 6 mois de réserve sur ces 2 années constituées. Et l'augmentation du prix de part, je sais que on a un nouvel indicateur qui est la performance globale immobilière. Ça additionne C'est bien. Moi, je trouve que ça permet de donner une bonne représentation aux investisseurs des SCPI bien orientés, qui distribuent et qui augmentent leur prix de part. Nous, on a fait 8,20 sur 2024 et on fera 7,50 sur 2025. Par rapport, et ça permet de les comparer avec celles qui augmentent pas leur prix de part et puis celles qui baissent leur prix de part, et il y en a.
malheureusement. Est-ce qu'on est en train de revenir à la SCPI d'il y a 15 ans ? Je n'ai pas spécialement de conviction parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une course au rendement affiché qui est très importante depuis 2-3 ans. Je pense que cette course au rendement affiché très élevé peut être un peu risquée parce que dans l'esprit de nos épargnants, ce qui a été vendu par le passé peut vite être compris comme une promesse future, même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures. On est dans un contexte de compétition entre l'immobilier et d'autres classes d'actifs. 6%, ça me paraît être un rendement de bonne qualité en termes de niveau sur le long terme. Au-delà, être au-delà de 6,5, 7, ça me paraît être un peu difficile à tenir. Et puis surtout, tout dépend de l'attractivité de la classe d'actifs d'immobilier. On a connu en 2022 énormément d'attrait sur l'immobilier, ce qui a poussé à des taux de rendement qui ont largement baissé. Et ça dépend d'un marché plus vaste que celui des SCPI. Donc il faut toujours garder la possibilité d'être bien diversifié pour tenir sur le long terme une tendance de rendement qui soit quelque chose de pérenne pour l'investisseur. Je reviens quand même avec vous, Marc-Olivier, sur ma question, sur le retour en arrière. Est-ce qu'on ne va pas faire moins d'assurance vie ? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas vendre moins de performances financières quand on est CGP, mais plus de, entre guillemets, d'ingénierie patrimoniale, de faire du démembrement, de faire du crédit, de faire autre chose que ce satané-taux sur lequel on se focalisait dans la période récente. Alors, plusieurs choses. D'abord, l'assurance vie, c'est une façon de structurer un investissement sur la pierre papier. Quand on est France, en plus, comme c'est notre cas avec Faiz, acheter en assurance vie, c'est rentrer dans le cadre fiscal favorable de l'assurance vie. Donc moi, je suis pas du tout opposé à l'assurance vie pour les SCPI. Ce qui va changer, c'est effectivement les encours d'assurance vie dans les produits qui seront beaucoup plus surveillés et par les sociétés de gestion et par les assureurs. Voilà. Donc ce que je pense, c'est que c'est des produits qu'on va retrouver progressivement. Là, il y a quand même le choc a été très très dur. Des produits qui seront beaucoup plus monitorés par les assureurs, beaucoup plus audités. Les produits de bonne qualité, et je pense que nos produits français et lisibles seront mis en avant. Et après, on surveillera beaucoup la collecte assurantielle. Ok, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Tout de suite, le journal des réseaux sociaux avec Georges Lataille. Vous n'avez pas le temps de tout regarder sur les réseaux sociaux. Bonne nouvelle, nous le faisons pour vous. Pour commencer, un post de Philippe Loiselet, le bien connu président de l'ANCDGP, qui partage une tribune du Monde sur la prédation américaine qui concerne aussi le monde des CGP, parce que quasiment pour toutes leurs opérations, ils doivent faire remplir à leurs clients un formulaire FATCA, donc la loi américaine de lutte contre l'évasion fiscale des contribuables américains, alors que pourtant ces clients ne sont pas du tout américains. Les États-Unis collectent donc beaucoup de données sur les clients et pourtant il n'y a aucune réciprocité. Plusieurs CGP confirment et même regrettent cette absurdité. Pour continuer, un autre poste qui a retenu mon attention, un poste de Jordan Parmas, qui est le président de Wenoma Asset Management. Un poste à prime abord assez creux, on voit des bureaux qui sont vides et l'annonce de leurs 3 ans et demi. Et pourtant, ce poste a cartonné, vous le voyez dans le petit screenshot, plus de 300 likes, 50 commentaires. Pourquoi ? Parce qu'il prend le temps de raconter qu'est-ce qui s'est passé dans ces 3 ans et demi, ses débuts compliqués, l'accélération, quelques chiffres. Bref, une belle histoire entrepreneuriale comme on aime en lire sur les réseaux sociaux. Cerise sur le gâteau, Jordan a pris le temps de répondre à tous les commentaires, ce qui augmente fortement l'engagement du poste. Continuons avec un changement de domaine pour passer à la loi Pinel avec Alexandre Valency qui analyse ce produit, ne le considérant pas comme un cadeau fiscal, mais comme une subvention déguisée pour les promoteurs financée par la dette des particuliers. Selon lui, pour un bien à 300 000 €, l'épargnant a 63 000 € d'économie d'impôt sur 12 ans, mais il aurait payé son bien 20% trop cher, donc 60 000 € en trop. Il a en plus le risque de la liquidité, le risque de loyer, bref, il a juste transféré sa capacité d'endettement vers le promoteur. Ce poste a généré de nombreux commentaires de CGP qui défendent le rôle de conseil, le rôle d'accompagnement, le rôle de sélection du CGP et qui contestent ces chiffres. Pour eux, la pertinence est de passer par un CGP pour justement acheter le produit au bon prix et même ressortir avec une plus-value. Enfin, un certain nombre s'étonne. Pourquoi sortir ce poste si tard alors que la loi Pinel est finie depuis plus d'1 an ?
Enfin, pour finir, on va s'éloigner du monde de la gestion de patrimoine pour parler de placement produit. Tout le monde connaît la magie des influenceurs pour mettre des produits en avant. Comme tout le monde le sait, Donald Trump, il y a quelques jours, a envoyé ses forces spéciales chercher Nicolás Maduro, le président vénézuélien. Et celui-ci, quand il s'est fait arrêter, il portait un survêtement Nike. Du coup, première photo qui est sortie de lui, menotté dans l'hélicoptère américain, il avait ce survêtement. En quelques secondes, les recherches ont explosé sur Internet sur ce survêtement, peut-être même les ventes, ça le poste ne le dit pas, mais en tout cas on peut en ressortir un enseignement, la force des réseaux sociaux, force que les CGP doivent utiliser pour mettre en avant leur métier, mettre en avant leur influence, et s'il y a des fournisseurs de chemises, n'hésitez pas à penser à Jean-François ou à moi, seul problème, nous n'aimons pas les mêmes couleurs. Allez, dernière séquence de cette émission, et c'est une nouveauté Momentum où tous les mois nous retrouverons Olivier Samin, le directeur du développement de Selensia Patrimoine. Alors Olivier, je vais profiter de votre regard sur le monde de la gestion de patrimoine. Comment vous est apparue l'année 2025 ? En un seul mot, dynamique. En un seul mot, dynamique. Dynamique peut-être sur deux choses. La première, c'est toujours ce phénomène qui continue de restructuration et de concentration sur le marché, et concomitamment, j'en bafouille, à ce phénomène de concentration, de nouveaux entrants. Et le troisième point, c'est une dynamique très forte en matière de collecte, puisque je pense que la plupart des acteurs dont nous faisons partie ont connu une croissance de collecte à 2 chiffres. Alors Bertrand était avec nous tout à l'heure, effectivement il paraissait relativement content. Je voudrais maintenant qu'on regarde un peu les produits. Je voudrais qu'on commence par le fonds en euros. C'est le grand retour du fonds en euros ? Je ne sais pas si c'est le retour du fonds en euros. En tout cas, c'est une présence toujours marquée du fonds en euros, alimentée notamment par des politiques de boost appliquées par beaucoup d'assureurs dont nous faisons partie. Alors, dont vous faites partie, les boosts, ça va durer jusqu'à quand ? Alors, en ce qui nous concerne, ça continue toute cette année jusqu'à fin septembre, avec des boosts qui vont de 1,40 à 1,80 selon les conditions. Maintenant, mon intuition et mon avis, c'est que je suis pas convaincu qu'on maintienne de manière très active ces boosts. Ça a eu un intérêt de collecter, d'aider la profession à proposer des solutions où le fonds euro a beaucoup d'intérêt, en investissement ou en solutions d'investissement pour s'orienter vers les unités de compte. Alors, si on regarde maintenant les unités de compte, si je regarde un peu les grandes tendances des années passées, j'ai tendance à dire fort dynamisme sur les structurés et forte défiance sur l'immobilier. Ça n'a pas changé en 2025 ? Alors, ça n'a pas changé sur les structurés, sur l'immobilier non plus. Néanmoins, on note un regain d'intérêt dans l'immobilier, j'entends, sur ce nouveau type de support. Je parle des SCPI sans frais d'entrée. Je vais en citer une. La SCPI qui s'appelle Eden, de notre partenaire Advenis Reim, où je peux citer Remake, Iroko, qui sont plébiscités par les distributeurs. Et un deuxième exemple sur la thématique de la logistique, notamment avec un acteur qui, chez nous, prend une place importante, Telamon, avec une SCI qui s'appelle Nao Logistique, dont les performances ont une conséquence sur la collecte proposée par les CGP. Je voudrais qu'on regarde, vous parliez d'innovation avec les SCPI sans frais d'entrée. Dans les nouvelles classes d'actifs qu'on a vu monter, les nouveaux classes d'actifs ou nouveaux produits qu'on a vu monter en puissance, est-ce que ça bouge sur la partie ETF et sur la partie private equity ? Alors, oui, ça bouge. Alors, je ne sais pas si c'est un phénomène conjoncturel ou au contraire structurel, mais historiquement, les CGP ne vendaient pas d'ETF et ne vendaient pas de private equity, en tout cas dans l'enveloppe assurance de droit français. C'était plutôt en direct ou au travers des luxembourgeois. Et ce qu'on constate, en tout cas sur 2025, c'est qu'il y a une augmentation très forte, alors sur des volumes qui restent discrétionnaires au regard des volumes générés par les produits structurés, mais on a plus que doublé nos activités sur les ETF et sur le private equity, avec des acteurs de type Euraseo, que je peux citer, ou un autre acteur avec lequel on a sorti, non pas du private, mais de la dette privée, Tikeo, sur la thématique de la défense et la sécurité. Ok, et sur les fonds traditionnels,
C'est l'innovation qui prime ou pas? Alors, c'est l'innovation qui prime, c'est l'innovation, mais également menée par des acteurs historiques que je vais citer, Carmignac, Rothschild, avec un fonds comme Airvalor, qui continue d'être plébiscité par nos partenaires CGP. Nickel. Olivier, je vous ai fait parler du marché. La caractéristique de Momentum, où on va regarder un peu les tendances dans le monde des CGP, c'est d'avoir des invités. Qui est avec nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis venu avec CPRAM, une société de gestion du groupe Amundi. Si j'osais, je dirais la société de gestion du groupe Amundi, avec Anne Rakoto. Anne, tu es responsable de la distribution France, et Zakaria Darwish, qui, toi, tu es responsable des solutions multi-assets. Alors, j'avais justement une première question à poser à mes invités. La première, c'est pour toi, Zakaria. Comment a été jugée, selon toi, l'année 2025 sur le marché de taux? Ça a été un peu sportif, non? Oui, on peut qualifier ça de sportif, Olivier. Quand on regarde la dynamique de marché, elle a été beaucoup marquée par un nouvel entrant dans l'arène, si j'ose dire. C'est le président Trump, avec une guerre commerciale qui a été déclenchée, avec des blocages sur les politiques budgétaires qui ont eu des impacts énormes en termes de dynamique de marché et de volatilité. Mais si on sort aussi des États-Unis, on peut regarder les autres régions du monde. Le Japon, on a eu une nouvelle première ministre, Madame Takeishi, avec un changement de politique fiscale qui induit aussi des mouvements exceptionnels, historiques sur les taux japonais. Et aussi, au fait, si on revient en Europe et on voit en fait le changement du paradigme par rapport au déficit en Allemagne et des plans qui sont assez ambitieux, ça a aussi des impacts très importants sur les taux européens. Donc oui, on peut qualifier l'année de 2005 de sportive du point de vue de l'investisseur. Sportivement riche en actualité. Alors Anne, moi j'avais une autre question d'un point de vue institutionnel. Ça a pas mal bougé également du côté de CPRAM. Oui, 2025, c'est l'année de la fusion et du rapprochement avec notre sœur, BFT Investment Management. Donc le nouvel ensemble qui a été constitué le 1er octobre fait quand même 100 milliards d'euros d'encours. Elle accède au top 10 des sociétés de gestion françaises. Donc on est très fiers d'avoir pu réaliser cette fusion qui avait été annoncée en juin. Et du coup, on se retrouve avec de nouvelles gestions, des pépites et des nouveaux collaborateurs. Donc c'est une belle aventure qui commence pour 2026. Alors Zakaria Darwish, la logique de cette séquence, c'est de donner des solutions d'investissement. Jusqu'à présent, les CGP ont fait beaucoup de fonds datés sur la partie obligataire. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut continuer les fonds datés ou il faut chercher des solutions plus différentes, on va dire? Alors, les fonds datés ont connu vraiment un vrai essor depuis 2022 avec la hausse spectaculaire des taux d'intérêt des différents banquiers centraux suite à l'inflation, suite à la hausse du coût de l'énergie notamment. Et c'était très intéressant pour les investisseurs de venir verrouiller un certain niveau de rendement. Je note le CT. Aujourd'hui, je fais quoi? Aujourd'hui, les primes de risque de marché sont très compressées, historiquement compressées. Donc, il faut être beaucoup plus flexible, il faut être opportuniste, il faut aller chercher en dehors des zones de confort, il faut aller chercher en dehors de la zone euro, des États-Unis, des marchés que nous, investisseurs, on considère comme étant quelque part domestiques ou les marchés usuels. Donc il faut aller chercher de la flexibilité, il faut aller chercher de la diversification et être opportuniste sur le marché. Alors vous avez un produit qui s'appelle CPR Absolute Return Bond. L'objectif de ce produit, c'est quoi? C'est quel niveau de risque? Donc l'objectif, c'est avec un niveau de risque matérialisé par la volatilité maximale de 5, d'offrir la performance la plus élevée possible pour les investisseurs sur le marché obligataire. On est cherchant de façon large sur le spectre obligataire des opportunités. Pour illustrer en termes de performance, c'est un produit qui a fait du 7% par an sur les 3 dernières années, avec une volatilité qui est en dessous de 3. D'accord. C'est vous qui le pilotez avec les équipes. Comment se prend la décision? Parce que faire du flexible sur de l'obligataire, le potentiel de création de valeur, il y a plein d'endroits où on peut en faire. Tout à fait. Comment ça se passe? Donc on a chez CPR, AM, et maintenant avec BFT, on a tout un écosystème autour du produit avec des analyses crédits pour sélectionner les entreprises dans lesquelles on veut investir, avec des macroéconomistes pour analyser des zones et des économies spécifiques sur lesquelles on veut investir, que ce soit sur de la dette gouvernementale ou sur du change. On a des analystes quantitatifs pour quantifier un petit peu tout ça et améliorer la construction du portefeuille. Donc c'est tout un écosystème
au service de ce produit et au service des investisseurs dans ce produit. Alors moi, j'avais une question pour toi, Anne. Je suis CGP. J'ai l'habitude d'appeler ma plateforme préférée, c'est l'ancien patrimoine. Comment je fais néanmoins pour appréhender toute l'expertise de CPRAM? Alors, on a mis toute une équipe à disposition des CGP parce qu'on sait que le relationnel et la proximité sont très importants et essentiels. Absolument. Donc, on a mis toute une équipe de commerciaux, on est 8, à disposition sur tout le territoire français pour bien servir justement toute cette clientèle CGP. Olivier, pourquoi vous avez choisi CPRAM? J'imagine que c'est pas parce qu'il y avait marqué l'avenir dans vos baselines respectives, aussi bien chez eux que chez vous. C'est vrai. Chez eux, c'est le présent et chez nous, c'est capital. Chez CPR, on l'a dit tout à l'heure, ça a beaucoup bougé. J'ai, lié à mon âge, une certaine légitimité pour témoigner que CPR fait partie des acteurs historiques qui animent le marché des CGP. Donc, vous avez été pionnier. Vous êtes également, on le sait peut-être moins, pionnier sur les thématiques et je trouvais intéressant que de faire connaître et faire savoir ces informations auprès de nos partenaires CGP. Zacharia, justement, on parle des thématiques. Qu'est-ce qui a marché en 2025? Alors, l'or, comme valeur refuge, compte tenu des discussions autour des actifs américains et notamment le dollar. On peut parler notamment de tout, vu le contexte géopolitique, de l'industrie de la défense et de l'autonomie stratégique européenne de façon plus générale, thèmes qui ont beaucoup marché sur 2025. Qu'est-ce qui a plus souffert en 2025? On peut citer notamment le secteur de la santé avec toute le côté d'intervention de l'administration Trump sur la valorisation le prix de vente des médicaments et l'impact que ça peut avoir sur les entreprises de ce secteur. Anne, je voudrais vous entendre un peu sur les leçons qu'on peut tirer de 2025 parce que les thématiques, c'est entre guillemets facile à vendre, mais on peut avoir des phases de surperformance forte et des phases de sous-performance forte. Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme leçon? Il faut en tirer des leçons pour 2026. 2026, ce sera encore une fois l'année de la diversification. On est assez positif et constructif, donc ça va être encore une bonne année, enfin on espère. Et sur la diversification, je pense que l'intelligence artificielle, avec son corollaire sur l'énergie, ses besoins en énergie est clé. La thématique de l'autonomie stratégique européenne va rester clé. Les mines d'or, ça devrait se poursuivre aussi. Et puis, si on veut rester supportif de notre tissu hexagonal économique, là, pour le coup, les valeurs moyennes ont très bien performé en 2025 et qui devraient continuer en 2026. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir été là pour cette première de cette 7e saison de Et plus encore. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur le site de Et plus encore. Vous pouvez nous retrouver sur le site de H24 Finance, sur les réseaux sociaux d'Et plus encore, que ce soit LinkedIn ou que ce soit YouTube, et que vous pouvez désormais également écouter l'émission en podcast. Voilà, j'espère que vous avez apprécié les quelques évolutions que l'on vous a proposées. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel Et plus encore. Salut.